Bonjour à vous, bienvenue pour ce 12e épisode de cette longue série sur les 12 dernières années de ma vie. Pourquoi cette série Parce que j'ai fait un changement de vie ces 12 dernières années, qui a été le fruit d'une succession d'étapes et le fruit d'une mise en cohérence, etc. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être retenues, soit des erreurs à ne pas faire, soit des choses qui étaient bien à faire. Et ça peut intéresser toute personne qui a envie de bouger dans sa vie, qui se pose des questions, qui sait pas trop sur quel pied danser, se sent éventuellement en incohérence par rapport au contexte dans lequel il est, que ce soit professionnel ou personnel, et a envie de bouger un peu des choses dans sa vie ou plus globalement. Voilà. Donc ce que je raconte dans cette série n'est évidemment que mon point de vue, que mon expérience. Ça ne veut pas dire que j'ai raison pour ce qui me concerne, mais je n'ai pas raison pour le voisin ou pour la voisine ou pour quiconque d'autres personnes. Donc libre à vous, euh, dans tout ce que je dis, dans tout ce que je raconte, de trouver des pépites ou de ne rien trouver du tout et d'arrêter de regarder ces vidéos, tout simplement. Voilà, il n'est pas question de vérité au sens absolu du terme, il est question de ma vérité, de ma vision des choses, de ce que j'ai vécu. Donc, 12e épisode, si vous arrivez là, eh bien, je vous invite vraiment à regarder ou picorer les épisodes précédents pour comprendre un peu de quoi il s'agit, parce que là, on arrive 12e 2012-2013 et suivant, et depuis 3 épisodes, j'aborde plus des, des leçons, indépendamment de la temporalité, de quand est-ce qu'il y a des choses qui sont passées, euh, qui ont des leçons qui ont permis à Tsunagali de devenir ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire une compagnie, une école avec une cinquantaine, soixantaine d'élèves qui ont la banane, plein de concerts en France et de par le monde, et un équilibre de vie qui est en train de se poser. Faut bien voir les enjeux. Quand on a créé Tsunagali en 2011, on l'a mis sous forme d'entreprise parce qu'on voulait pouvoir se dédier à cette activité et ne pas avoir besoin d'avoir un autre travail. Alors si on se mettait sous forme associative, ça supposait, en tout cas association à un but non lucratif, ça supposait que notre lucration, ce dont nous vivons pour payer notre électricité, vienne d'ailleurs. Et donc ça supposait qu'on ne puisse pas passer tout notre temps sur le taiko et la route. Donc on a souhaité consacrer notre temps de vie entier à ces deux formes d'art et à ce qu'on ressent qu'on peut amener aux gens au travers de ces deux formes d'art. Et ça a supposé une structure entrepreneuriale dans l'état actuel des choses, de la loi et de la société. Créer une entreprise qui aborde une activité, le taiko, allez, 150, 200 150 pratiquants à l'époque, on va dire ça comme ça, et encore, même pas. 100 pratiquants à l'époque, en 2011. Inconnu par 99,9% des Français. Donc, monter une entreprise dont le sujet va être de réussir aussi, pas aussi être de réussir financièrement, sinon ça ne marche pas, sur une niche comme celle-ci, tambour japonais, c'est même pas le Japon, c'est même pas les langues japonaises, la langue japonaise, c'est même pas, je sais pas moi, les musiques japonaises, c'est le tambour japonais spécifiquement. Et la danse awa spécifiquement, c'est pas les danses japonaises. Donc c'était un sacré pari et financièrement on commence à poser les pieds au sol, mais ça a été un parcours difficile d'un point de vue financier. D'un point de vue contenu, ça a été un parcours avec des bosses et des creux, mais globalement on a toujours été très content de ce qu'on a pu vivre au sein de l'école. Donc dans l'épisode précédent, je parlais de cohérence, la mise en cohérence, et j'invitais
à ne pas démarrer par un projet de ce type d'envergure, mais démarrer par des petites choses comme, par exemple, ce ne sont que des exemples, changer de banque pour contribuer à une finance éthique. Si la mise en cohérence, c'est vers le respect de l'environnement, de l'être humain et des générations futures, alors changer de banque, ça peut être un vrai levier, ça prend 5 minutes, mais derrière, les conséquences sont énormes. Ça peut être changer de fournisseur d'électricité, ça peut être faire ses courses différemment, etc. etc. Voilà. Et dans le cadre de Tsunagali, je disais que, donc du projet, on a fait le choix de t-shirts en coton bio équitable, d'encre aussi propre que possible, à l'eau, d'instruments faits au Japon à la main par des gens passionnés qui perpétuent les traditions, replantent, etc. etc. Voilà. Donc il y a plein de choix derrière. Mais cette mise en cohérence, elle s'appuie aussi sur une logique. Et cette mise en cohérence, on peut la dévoyer selon la logique que l'on applique. La logique, c'est de dire par exemple que voilà, 2 plus 2 égale 4. On pose deux éléments d'un système, et ces deux éléments d'un système nous donnent un résultat. Alors ça peut être plus que deux éléments d'un système, mais bon, dans la logique, on considère un système, par exemple un poids et la gravité terrestre, et avec ces deux équations, ces deux éléments, je considère qu'il est logique que ce poids tombe par terre. Voilà. C'est la logique, ça se vérifie dans la matière, dans le concret, c'est simple. Maintenant, on peut discerner la logique partielle et la logique globale. Je reprends mon exemple d'un poids et de la gravité terrestre. Si je prends que ces deux aspects de mon équation, c'est logique que mon poids tombe. Mais si j'omets d'inclure dans mon équation qu'il y a une tornade qui passe par là, et que ce poids s'envole au lieu de tomber, ma logique ne se vérifie pas. Moi, je vais dire j'ai un poids, une gravité, mon poids tombe, et je regarde, et mon poids il n'est pas par terre, et il s'est envolé. Et là, ma logique vole en éclats. Ça ne veut pas dire que ma logique était fausse, ça voulait dire simplement qu'elle était partielle, c'est-à-dire qu'elle ne prenait en compte qu'une partialité de la réalité. Et donc, il serait absolument logique, si on veut comprendre comment les choses fonctionnent et pour les prédire, au même titre que je peux prédire que des 2 font 4, et que je peux prédire s'il n'y a pas de vent que mon poids il va tomber par terre, si je veux pouvoir prédire de façon assez fidèle en corrélation avec la réalité, j'ai besoin d'inclure le plus possible de paramètres et donc de me diriger vers une logique globale. Est-ce qu'elle peut l'être 100%? Peut-être. Mais je pense que la logique globale, c'est déjà un chemin en soi, c'est-à-dire inclure de plus en plus de paramètres, donc ouvrir de plus en plus les écoutilles pour prendre en compte de plus en plus d'éléments de la réalité, pour pouvoir dire, eh bien avec tout ce contexte-là, si je prends cet élément et que je le mets en contact avec tel autre élément, il va se passer ça. Voilà. Si je prends mon poids et que je le mets en contact avec la gravité, si je prends l'ensemble des éléments, qu'il y a le vent qui arrive et machin, eh bien mon poids il va bouger comme ci et comme ça, et il va peut-être tomber au sol, mais 4 mètres plus loin à droite. Voilà. Et ça, si j'avais pas inclus ces éléments-là, c'était pas logique déjà. Donc la logique globale est logique. C'est logique de chercher à être dans une logique globale. Et c'est illogique de vouloir rester dans une logique partielle. C'est illogique de vouloir dire non, non, je ne veux pas prendre en compte le vent, je ne veux pas prendre en compte les éléments extérieurs, je veux ne prendre en compte que mon poids et ma gravité terrestre. Point. Je ne veux pas inclure le reste. Ça n'est pas logique, puisqu'on obtient un résultat qui est erroné, puisqu'il ne se confirme pas dans la réalité. Bon, cet exemple est simple à comprendre a priori. Maintenant, dans la vraie vie, les choses sont moins simples. Enfin, plus ou moins simples. Je vais prendre un exemple, l'exemple de l'alimentation bio, le label bio, etc. C'est pas pour faire polémique, c'est juste un exemple. Et je pense qu'aujourd'hui, tout le monde sait ce que c'est que le label bio. Tout le monde sait ce que c'est qu'un fruit
ou un légume qui a poussé de façon biologique, etc. Le label bio certifie l'absence ou la quasi-absence, on va dire, avec les labels bio qui existent aujourd'hui, de produits chimiques. Ok. Pourquoi il existe? Parce qu'à un moment, il y a des gens qui ont pensé que c'était logique de vouloir avoir une alimentation non abîmée par des produits chimiques. Voilà. Ils ont pensé que c'était logique d'avoir une alimentation qui amène le corps à une certaine santé. Et que, oui, manger des bananes 24 heures sur 24, va pas, même si elles sont bio, va pas nous mettre en santé. Donc le label bio n'inclut pas la question de l'équilibre alimentaire, mais au moins il s'attelle à une partie de la chaîne qui est la chimie. Donc déjà on peut voir que le label bio, il prend un parti pris, c'est-à-dire qu'il exclut une partie de la réalité, que sont les conditions de travail, l'équilibre alimentaire de la personne, la saisonnalité. Le fait qu'un aliment pousse parce que c'est la saison et pas parce qu'on a mis une serre chauffée au pétrole. C'est la saisonnalité, l'équilibre alimentaire et le côté humain des gens qui travaillent, et la chaîne de production, etc., n'est pas prise en compte par le label bio. Donc déjà, on sait qu'on est sur un modèle partiel, c'est-à-dire qui souhaite obtenir un résultat, à savoir une alimentation de meilleure qualité pour une meilleure santé, a priori, hein, on ne fait pas une alimentation de meilleure qualité pour rien, a priori, ça coûte quand même plus cher, puis c'est plus de travail. Puis c'est enquiquinant de faire des choses de qualité, hein. C'est chiant, hein. C'est facile de faire de la merde en fait. Voilà, pourquoi est-ce qu'on s'emmerde? Parce qu'on a envie d'aspirer vers quelque chose de mieux. Et donc, ce label bio, ou ces labels bio, contrôle un monde dans lequel on dit il y a un aliment qui est produit sans chimie et il arrive au consommateur sans chimie. Point. Et on a isolé l'ensemble des autres paramètres que sont encore une fois l'humain, la saisonnalité et l'équilibre alimentaire des personnes qui mangent. Donc on sait que par principe, ce label bio, enfin ces labels bio, le principe du bio, s'il est positif, effectivement, il apporte des choses positives, ne répond pas aux problématiques globales de santé humaine. Parce qu'un travailleur sans papier qui dort dans les champs, en termes de santé humaine, psychologique et physique, c'est pas ça. Même si le champ est bio. Alors c'est mieux si le champ est bio que si le champ est pollué aux pesticides. On est bien d'accord que ce travailleur qui dort dans le champ en Espagne, il va être moins malade au bout de 2 ans que si le champ était traité. Donc c'est un mieux. Mais c'est un mieux sur une échelle, voilà, on est à 2 sur une échelle de 100. Mais pour autant, c'est mieux que d'être à 0. Hein, on va pas mégoter sur les 2% de gagner. C'est toujours ça de prix. Mais mon propos n'est pas là. Mon propos, c'est de montrer la partialité d'un label, le label bio par exemple, mais en fait, on peut regarder dans vos secteurs respectifs de l'industrie ou ailleurs, il y a des labels pour la finance, il y a des labels de qualité de service, il y a des labels de qualité de fabrication, le label CEE pour les produits qui rentrent dans l'Union européenne, etc. Il y a des labels partout, partout, partout. Vous verrez qu'à chaque fois, ils ne tiennent compte que d'une partie des éléments d'un système. Les éléments d'un système, c'est quoi? Eh bien, c'est qu'il y a, pour reprendre les produits bio, les fruits et légumes, il y a des gens qui travaillent à semer, qui travaillent à faire pousser, qui travaillent à récolter. Il y a une terre qui est là depuis des générations et qui sera là encore dans des générations, on le souhaite en tout cas. L'idée, c'est que cette terre qui a permis de produire puisse continuer à produire, a priori. On ne va pas se dire la branche sur laquelle on est. Donc, il y a cette partie-là. Il y a le transport, la distribution, le transport avec toutes ces questions environnementales et le traitement humain des chauffeurs, des logisticiens, etc. Des gens qui chargent, déchargent et tout. Il y a la distribution, les grandes surfaces, les petits magasins, etc. La gestion humaine, la gestion des stocks,
la gestion des invendus, la mise en valeur, la marge hallucinante ou pas hallucinante qui est faite, etc. Et puis il y a le consommateur qui il a besoin de savoir un peu qu'est-ce qu'il achète, pourquoi il l'achète, c'est quand le meilleur moment de l'acheter. Et si le distributeur ou si personne n'a acheté en amont ne lui dit voilà, en ce moment c'est ça, et en ce moment il y a une sécheresse donc les tomates sont moins bonnes, mais pour autant elles sont très bien à manger, le consommateur il va rester dans son silo. Voilà, on peut dire il y a tout ça, plus les éléments météorologiques, plus les éléments juridiques, plus les éléments du type subvention, etc., qui peuvent abîmer ou contribuer là-dedans, etc. Et donc, si on voulait vraiment développer un label qui certifie une qualité de bout en bout, eh bien, il faudrait en inventer un, parce que concrètement, il n'y en a pas qui existe. Vous avez le fair trade pour les conditions de travail, vous avez le bio pour le produit lui-même, et peut-être quelques autres labels, évidemment, interprofessionnels au sein de la distribution, au sein des transporteurs routiers, etc. Mais voilà. À chaque fois, ce sont les labels qui certifient que le camion ne pollue pas plus que ceci, ou que le camion a bien été entretenu de telle façon, que le magasin de distribution est bien nettoyé avec tel produit et qu'il n'y a pas d'insecticide ou de je ne sais pas quoi dans le magasin, etc., etc. Donc, on sait donc que le label bio, à mesure où on a conscience de sa partialité, et c'est pas un problème qu'il soit partiel, c'est juste en avoir conscience, eh bien, il ne va répondre qu'à une partie des problématiques. Point, c'est tout. C'est juste être clair là-dessus. Ne pas se dire, tiens, ce label bio répond à tout. Non, parce qu'il suffit de regarder tout simplement pour voir que c'est partiel, c'est tout. Et donc, si c'est partiel, ça répond à une partie des problématiques, mais pas à l'ensemble des problématiques. Voilà. Donc, est-ce que, avec ce que je dis, il faudrait concevoir des labels globaux tout le temps, etc. J'en sais rien. Est-ce que c'est possible? Peut-être. Peut-être il y a des endroits c'est possible, des endroits c'est pas possible. Voilà. Donc je reviens à nous, à Tsunagai, et avec cette qualité globale à dimension humaine dont j'ai parlé dans l'épisode 9 ou 10, cette qualité globale à dimension humaine vise à établir une sorte de label qui inclut l'ensemble des paramètres, notamment du présent et des générations futures, humain, environnemental et matériel, la qualité du matériau ou du service produit. Maintenant, c'est un chemin. Voilà, c'est simple. C'est pas comme le label bio, un truc que vous pouvez appliquer, une recette que vous faites, et puis en 2 ans, c'est fait. Donc, je reviens à la logique. Voilà, il est logique de vouloir amener des réponses logiques. Et il n'est pas logique de vouloir amener des réponses qui ne seraient pas logiques. Hein, on est d'accord jusque-là? C'est simple. Mais est-ce que c'est logique d'amener une réponse qui ne prend pas en compte l'ensemble des paramètres? Il me semble que non. Et malheureusement, typiquement, le label bio, c'est ça. Alors, encore une fois, c'est pas le label bio qui est visé. Je mange bio, je suis très content qu'il y ait du bio. C'est juste, j'ai bien conscience que c'est pas la panacée et que c'est pas avec ça qu'on va résoudre les problèmes du monde. Voilà, c'est tout. Mais que c'est un pas de plus. Mais donc, si on veut résoudre un problème ou une équation, on a besoin d'abord de développer une vision globale de l'ensemble des paramètres, puis ensuite apporter des réponses. Si je prends le cas de Tsunagai Taiko, donc, qui est une entreprise, il y a plusieurs aspects. Il y a l'aspect financier, il y a l'aspect humain vécu en tant que personne qui travaille dedans. Depuis 2012, on a quasiment tout le temps eu au moins une salariée, ou un salarié d'ailleurs. Donc, voilà, et puis nous sommes salariés aussi. La qualité de vécu des personnes qui bénéficient de nos services, donc les élèves, pour nos cours, les stagiaires pour les stages, les organisateurs de concerts pour les concerts, le public, tous les gens qui bénéficient de notre activité d'une façon ou d'une autre. Donc il y a, je redis,
l'aspect financier, les personnes qui travaillent dedans, les personnes qui bénéficient des services, les personnes qui nous fournissent, ceux qui fabriquent les taïkos, ceux qui fabriquent les t-shirts, etc. Voilà. Les gens avec qui on collabore. Voilà. Donc, alors nous, on n'a pas de service de com, on n'a pas de service, on n'a pas de plein de services avec des chefs et tout ça. Voilà, on est une petite structure, on est entre 2 et 3 personnes qui travaillent dedans. Voilà. Mais cette prise de recul que permet cette connaissance que une bonne décision ne peut être prise que sur la base d'une vision globale de la problématique actuelle et non pas sur une partialité ou juste un point. Savoir ça a été une aide et un guide précieux. Je donne un exemple. On s'est créé en 2011. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a eu qu'un seul exercice positif au niveau financier. Ça veut dire que tous les autres exercices ont été négatifs. 5 000, 10 000, 20 000 une fois, je crois. Et on est toujours là. On n'a pas arrêté. Pourtant, si on avait regardé la logique financière, donc juste la logique financière, pas le reste, on aurait été depuis longtemps. Notre comptable nous a vraiment posé la question plusieurs fois, 2 ou 3 exercices. Vous êtes sûr que vous voulez continuer parce que là, c'est mal barré votre truc. Quand on a dit à nos proches à quel point on était en négatif, ils étaient un peu assis, quoi. Comment c'est possible? Qu'est-ce que vous foutez? Qu'est-ce qui se passe? Et on est une société où l'aspect financier est important, hein. C'est quand même l'argent qui guide le monde aujourd'hui, malheureusement, mais c'est comme ça. Et donc, quand d'année en année vous présentez des chiffres négatifs et que le déficit se creuse d'année en année, que vous dépassez les 50% de capital en négatif, etc., vous vous posez des questions et il y a du monde qui se pose des questions. D'accord? Et l'administration se pose des questions aussi. Et si j'avais pas eu ces repères de la logique globale versus la logique partielle et que donc une bonne décision n'est prise que sur la base d'une logique globale en regardant l'ensemble des aspects de l'activité et pas juste un aspect, en l'occurrence l'aspect financier, on aurait mis la clé sous la porte en 2013. Parce qu'en 2013, on était en négatif et on ne savait pas trouver l'argent. Voilà. C'est tout, c'est simple. Donc l'aventure Tsunami aurait duré 2 ans. 2 ans avec pas mal de dettes, non, avec des dettes envers nous-mêmes et c'est tout à l'époque. Ouais, c'est tout à l'époque. Ouais. Alors comment on a fait pour tenir jusqu'à aujourd'hui, 2019? Je suis en train de faire le bilan là, de notre exercice de septembre à août 2018-2019. Comment on a tenu jusqu'ici? Eh bien, face à ces chiffres, en fait, moi quand je suis tombé, quand le comptable m'a présenté au premier clôture d'exercice, qu'on était à genre moins 19 ou moins 20 000, c'était évidemment une énorme douche froide. À chaque fois qu'on sortait du comptable avec Ayuko, on était à moitié traumatisé pour le rendez-vous de bilan. Et en même temps, je savais que c'était juste un des éléments de l'équation. Un élément important. Hein. Si financièrement ça marche définitivement pas, à un moment il faut arrêter de casser les œufs. Donc si on n'arrive pas à faire des omelettes et qu'on casse des œufs pour rien, il faut arrêter. Et donc, on a regardé, j'ai regardé plus globalement l'activité. Comment elle grandit, comment elle évolue, quels sont les résultats par rapport à ce qu'on souhaitait. Est-ce qu'on commence à avoir des résultats? On a envie que les gens aient la banane, qu'ils se verticalisent, qu'ils développent un lien à leur corps, plus florissant, plus agréable, plus vitalisant, qu'ils développent une autonomie émotionnelle, etc. Bon, donc, eh bien, j'ai regardé ça. Ok, j'avais mes chiffres qui disaient votre activité elle est pourrie, faut l'arrêter tout de suite. Et puis j'avais la réalité du service avec des élèves en majorité contents, heureux, qui apprécient ce qu'on amène,
Alors, à l'époque, il y avait une proportion inférieure qu'aujourd'hui. Voilà, pour 100 élèves, on n'a jamais eu de 100 élèves. On va dire qu'il y en avait 60 qui étaient contents et 40 moins. Aujourd'hui, on est peut-être à 90 contents ou 95 contents sur 100. Ben oui, parce qu'on s'est amélioré, on a corrigé les choses qu'on pouvait corriger, etc. On a fait évoluer. Mais voilà, j'ai regardé l'ensemble, j'ai regardé notre qualité d'expérience à nous. Est-ce que c'est une horreur de faire vivre cette activité? On est malade tout le temps, on n'en peut plus, on est sous l'eau, enfin on est sous l'eau au sens où on est proche du burn-out, etc. Alors dans ce cas, si financièrement ça va pas, nous on est proche du burn-out et que les gens sont pas contents, oui, il faut arrêter. Ça c'est clair. On a vu, peut-être pas tout, mais quand même une grande partie du problème de l'équation. Là, en l'occurrence, à part le financier, le reste était pas mal, plutôt bien, on était content. On était même heureux de faire l'activité qu'on avait, on était heureux de faire les concerts, on était heureux d'avoir trouvé ce qu'on avait trouvé, heureux de le partager, heureux de voir les gens qui étaient contents de prendre. Donc globalement, nous, notre expérience était bonne, très bonne, juste l'aspect financier n'était pas là. Donc, il y avait juste besoin de trouver des solutions pour l'aspect financier, il n'y avait pas besoin de fermer Tsunagali, quoi. Voilà. Et vous voyez comment on passe de, c'est logique de ne pas fermer Tsunagali parce qu'il y a une qualité de vécu pour ceux qui font vivre Tsunagali qui est là, vraiment là. Il y a une qualité de vécu pour ceux qui bénéficient du service qui est vraiment là. Et il y a un problème financier, donc on va résoudre le problème financier. On ne va pas tout arrêter, c'est logique. Hein. Mais si on regarde que l'aspect financier, moins 20, là on ne sait pas comment faire, donc on arrête. Point. Vous voyez la différence? Et tout ça, c'est juste venu. Alors évidemment, cette notion de logique partielle et logique globale, je l'ai apprise avec Edel Goethe en formation. C'est pas quelque chose que j'ai inventé comme ça. Voilà. Mais c'est une chose que d'apprendre. C'est une autre chose que d'intégrer dans sa vie professionnelle et personnelle. Voilà. Et moi, c'est ce que j'ai fait, et c'est pour ça que je vous partage en vidéo, parce que je ressens que, avec ce que j'en ai fait, il y a matière à partager, et à ce que peut-être vous ayez des choses à prendre pour vous. Si c'était resté des cours théoriques, j'aurais rien à dire, parce que j'aurais pas appliqué, tout simplement, et je serais resté dans mon jus là où j'étais à l'époque. Ou Tsunagali n'existerait plus, parce que j'aurais pas utilisé la logique globale, etc. Donc voilà, à ce moment-là, c'était cohérent, sur la base d'un regard complet, ou aussi complet que possible de l'équation, de continuer Tsunagali. Si on avait regardé que l'aspect financier, c'était cohérent d'arrêter Tsunagali. Vous voyez, donc la cohérence, c'est la géométrie variable selon la largeur du problème que l'on prend en compte. Voilà. C'était cohérent ou logique. Voilà. Et ainsi de suite, parce qu'on a eu quand même exercice fin 2012, fin 2013, 14. Ouais. Là, 3 exercices négatifs. Ensuite, un exercice positif, on était avec que tous les deux, avec Ayuko, on n'a pas pris quelqu'un pour nous, on a salarié personne. On était sous l'eau tout le temps, c'était l'horreur. Alors oui, on a été 2000 € positifs cette année-là, fin 2015, enfin exercice 2015. Mais alors, putain, c'était une horreur à vivre. Voilà. Donc, au niveau du résultat de l'équation globale, c'était toujours pas ça. Oui, financièrement, c'était là, et oui, le service était là, mais humainement, pour nous, c'était très dur, parce qu'on était tout le temps sous l'eau, tout le temps sur le pont. Et donc, 2016, 2017, 2018, on a repris quelqu'un, on a ouvert la boutique, on a changé des choses, on est repassé en négatif, c'était prévu, c'était anticipé avec l'ouverture d'une boutique, forcément, le temps que ça se mette en place et tout ça, d'un bureau et tout, parce qu'on a notre fils qui est né, donc on ne pouvait plus travailler dans sa chambre. Et on ne voulait pas retravailler dans le salon, donc il nous fallait un bureau. Quitte à payer un bureau 500 € par mois, autant payer une boutique 700 € par mois, ou un truc dans ce genre-là, et faire en sorte que les gens puissent venir nous voir, etc. Que le taiko est une existence physique dans la rue, au même titre qu'un magasin de jouets ou un magasin de vêtements. Nous ancrer en localité, nous ancrer dans le quartier, etc. On avait envie de ça depuis le début. Mais oui, on aurait pu dire, mais c'est pas logique, il faut attendre d'être en positif pour initier une nouvelle chose. Ou, voilà. Ben non, nous on cherchait
plein de choses, on a exploré plein de pistes au niveau des tarifs, au niveau de notre façon de fonctionner, etc., pour y arriver financièrement. Et en même temps, sans compromettre l'aspect humain pour nous et l'aspect humain pour les gens qui bénéficient de nos services. Il n'était pas question, on l'a fait en 2015, on a compromis l'aspect humain pour nous, financièrement ça a fonctionné, mais si pour nous l'aspect humain est compromis, forcément le service qu'on rend aux autres, il est plus compliqué. Et si je suis complètement sous l'eau, etc., je ne suis pas dispo avec les gens. Je ne peux pas aller discuter avec eux en les regardant et en étant vraiment là. Je suis plongé par... J'ai plein de trucs qui passent dans la tête que j'ai à faire, que j'ai fait, que j'ai pas fait, etc. pendant que je discute avec l'autre, c'est pas possible. Donc tout ça, c'est une question d'équilibre, et c'est pas parce qu'il y a un aspect qui pêche qu'il faut tout arrêter. Et ça demande une prise de recul, parce que parfois on ne regarde que le truc qui va pas, financier, ou la personne avec qui on travaille, ou le produit ou service que l'on rend. Et on oublie tout le reste. Et pour le coup, on invalide tout. On jette le bébé avec l'eau du bain. L'expression est bonne. Voilà. Et donc, voilà, la logique globale, c'est repris par le bébé avec l'eau du bain. On ne va pas jeter les deux en même temps. Hein. Le bébé, on y tient, et l'eau du bain, on n'y tient pas. Voilà. Mais si on prend... si on ne fait pas de discernement, si on ne prend pas les éléments globaux, on jette tout ensemble, on garde tout ensemble. Voilà, on garde des choses indésirables qui polluent ce qu'on a pris, ou on jette tout et on perd des choses qu'on aurait souhaitées. Voilà. Donc voilà, j'ai envie de vous parler de ça, parce que la cohérence c'est bien, mais elle s'appuie sur quelque chose, et elle s'appuie sur un constat de la réalité, mais un constat aussi large que possible, parce que sinon, eh bien, vous allez entreprendre des actions, personnelles ou professionnelles, ou associatives, peu importe, qui vont louper leur objectif. Qui vont louper leur objectif parce que vous n'aurez pas pris l'intégralité des éléments du problème en compte. Et donc forcément, ça ne pourra pas marcher. Voilà. C'est comme si je veux faire un gâteau et que j'ai un nouveau four et que je ne sais pas m'en servir. Si je ne prends pas ça en compte et que je fais comme si j'étais avec mon ancien four, ça ne marchera pas, tout simplement. C'est tout bête, hein, mais voilà. Appliqué dans la vraie vie quotidienne, avec les enfants, avec le travail, avec l'association ou ce genre de choses, ou tout projet, c'est moins simple qu'un four ou autre chose. Et dans cette logique globale, je dirais qu'il y a un truc important, c'est la qualité de vécu. En fait, un produit physique, une tasse, une théière, une voiture, peu importe, une maison, ou un service, une assurance, un cours de taïko, un cours de yoga, un cours de japonais, peu importe. Fondamentalement, ils ne sont là que pour augmenter la qualité de vécu des personnes qui vont utiliser ça. Une maison, on ne la conçoit pas pour que les gens se blessent et se fassent mal, etc. On la conçoit pour qu'elle elle améliore la qualité de vécu des gens. Si on la conçoit comme un assemblage de briques, ça ne marchera pas. Si on la conçoit en idée, ok, la personne qui va vivre là, comment elle va vivre l'agencement que je suis en train de concevoir, au vécu, pas dans la tête, c'est séduisant intellectuellement, mais en fait à vivre c'est l'horreur, comment elle va le vivre, alors forcément on va être un magnifique architecte, quelle que soit l'esthétique de la chose. Parce que le fond est assuré. Et le fond, c'est que les gens qui vont vivre dedans, ou qui vont travailler dedans, vont avoir une belle qualité de vécu, parce que c'est bien pensé, c'est bien fait, c'est pratique, c'est agréable, c'est doux, c'est simple, c'est convivial, etc., etc. C'est pareil pour un service, évidemment, un cours de langue de japonais ou autre chose. Oui, d'accord, il y a la matière, on transmet un savoir, mais si les gens, quelle que soit la qualité de ce savoir, si les gens sont stressés et tendus, ils ne reviendront pas, ils ne vont pas bien apprendre. Donc on a besoin de concevoir un service d'apprentissage de langue, et pour nous le taïko, et pour d'autres autre chose, une assurance ou autre chose, où on augmente la qualité de vécu. Les gens se sentent mieux, se sentent reconnus,
ils se sentent pas exclus, etc., etc. Et en fait, ça c'est la clé. Je pense que dans toutes ces vidéos, ces 12 vidéos, et il y en aura d'autres qui vont venir, s'il y a une chose à retenir, c'est quand je produis un service, quand j'aide quelqu'un dans la rue, quand j'achète mon pain à la boulangerie, quand je fonde une association, quand je conçois un service, une maison, autre chose, quelle qualité de vécu je vais créer en face. Chez moi d'abord, hein, et en face. Est-ce que chez moi, faire ce bien, faire ce service, aider cette personne, c'est le bon moment pour moi et ça fait monter ma qualité de vécu? Et est-ce que en face, je fais monter la qualité de vécu? Si ça n'est que en face et que c'est à mon détriment, ça va pas durer. Nous, on a, pendant 7 ans, on s'en est pas rendu compte, mais on était sous l'eau tout le temps. Et là, on lâche depuis 1 an et les résultats sont là. C'est-à-dire que pendant 7 ans, on était en déficit au niveau financier. Humainement, c'était difficile pour nous parce que c'était vraiment 100% dédié. Moi, j'avais aucun loisir. C'était financièrement, on était ric-rac tout le temps et tout, avec un gamin en plus. C'était dur à vivre. On s'en rendait pas compte, mais c'était dur à vivre. Ça allait pas durer longtemps, cette histoire. Bon, 7 ans, c'est déjà pas mal, mais parce qu'on est endurant, c'est tout. Et là, on a lâché, on a ouvert, on a changé nos prix, on a changé plein de choses. On travaille moins et on va peut-être être sur un bilan positif au niveau financier. Donc ça paraît paradoxal, moins travailler et réussir mieux financièrement. Mais non, en fait, à la mesure où on se respecte plus, on est plus en écoute de soi et dans son équilibre, on est en mesure d'être beaucoup plus disponible pour les autres, beaucoup plus disponible en créativité quand on produit quelque chose, quand on conçoit un bien, quand on conçoit un service, quand on conçoit un tarif, parce qu'on est bien assis chez soi, on n'est pas à moitié dans un tourbillon, quoi. Et quand on est dans un tourbillon, poser quelque chose dans la réalité qui elle est stable, c'est compliqué. C'est logique, hein. Mais si vous êtes stable et que vous êtes face à une réalité qui elle est stable, en évolution mais stable, eh bien c'est plus simple. Voilà, donc dans l'équation de cette logique globale, il y a vous au centre. Si vous voulez faire plaisir à votre conjoint, si vous voulez faire plaisir à vos clients, si vous voulez faire plaisir à vos salariés, bah commencez par vous faire plaisir. Commencez par vous faire plaisir, non pas au niveau de votre nombril, pour moi, mon petit monde, machin, mais commencez par votre équilibre de vie, votre vitalité, votre joie du quotidien, parce que c'est ça qui va contaminer et qui va passer dans tout ce que vous allez produire. Vous allez être un sachet de thé qui va infuser de l'équilibre et de la joie auprès de vos collègues, auprès de vos amis, auprès de votre couple, auprès de votre enfant, auprès de vos salariés, dans votre projet, etc. Si vous êtes en train de vous pressuriser, en train de vous contraindre, de vous stresser, de vous rapetisser pour les autres, c'est ça que vous donnez aux autres. Donc en fait, les autres ne voient pas la qualité dans ce que vous amenez parce que bah, vous ne la voyez pas non plus quelque part. Voilà, c'est un peu raccourci, c'est un peu synthétique, mais clairement, nous c'est ce qu'on vit. On a passé 7 ans à se pressuriser. Oui, il y a eu de belles choses et on a eu besoin d'en passer par là. Maintenant, clairement, c'est pas ça qui pouvait nous amener à un équilibre global. Et depuis 1 an et demi, là, on se respecte beaucoup plus, on a développé beaucoup plus d'équilibre de vie, etc. Et on en voit les fruits qui rejaillissent, mais au-delà de nos rêves, au-delà de ce qu'on avait imaginé, au-delà de ce qu'on aurait voulu même donner, tout simplement aux gens. Et ça, c'est une des leçons, c'est la dernière en date, mais ouais, j'ai sauté quelques années, en 2019. Mais c'est raccord au thème, à savoir que c'est logique, tout simplement. Vous ne pouvez pas vider votre cruche vers les autres si elle est vide. Par contre, si elle déborde, au sens vécu et plein et entier, et c'est pas juste dans la tête que ça se passe, alors les autres en bénéficieront et ça va déborder au travers de votre créativité, que ce soit pour faire une maison,
un cours de japonais, un cours de taïko, de la cuisine, jouer avec votre enfant, être avec vos amis, etc. Ça va déborder ensemble. Attention pour autant, je ne prône pas, je ne suis pas en train de dire l'égoïsme. L'égoïsme au sens, je ne pense qu'à moi et le reste, je m'en fous. D'accord? Ça, le monde en souffre déjà trop. De gens qui n'en ont juste rien à balancer du monde, de l'environnement, de la société, etc. Et qui sont là où ils sont, je ne vais pas juger, mais clairement le monde souffre. Et c'est pas leur faute, on crée un contexte de stress, etc., qui fait que on n'a pas la disponibilité pour être présent au monde, etc. Donc on s'occupe de soi et point, quoi. Voilà. Et là, la proposition, c'est si vous voulez changer le monde, commencez par vous, au sens de vous faire grandir et vous faire rayonner, parce que ça va rayonner chez les autres, ça va rayonner dans vos produits, ça va rayonner dans votre accueil avec les gens, etc. Ça va rayonner dans vos relations familiales et tout ça. Ça, moi, c'est ce que je vis. D'accord? C'est pas de la théorie. C'est aussi de la théorie, mais elle n'est pas nouvelle. Mais moi, c'est ce que je vis depuis 1 an et demi, là. Et plus, mais plus particulièrement. Euh, voilà, c'est pas simple à intégrer, c'est pas simple à apprendre, c'est pas simple de se débarrasser des oui mais. Euh, oui mais les nombrilistes, oui mais ceci, oui mais cela. Moi je peux juste vous partager ce que je vis, c'est ça. Et jamais vu autant la banane chez les élèves que depuis que moi j'ai repris un loisir, que depuis que moi je prends du temps pour moi, que depuis que j'ai plus d'équilibre dans ma vie. C'est tout. Et ça c'est un constat. Voilà, c'est pas un truc intellectuel de un jour parce que je fais ça, un jour il y aura ça. C'est le constat de la réalité que je vis aujourd'hui. Donc je pense que c'est important de se débarrasser de tous les dogmes et pensées parasites à ce sujet. Autorisez-vous à vous respecter. Autorisez-vous à vous voir comme la personne la plus importante pour vous-même. Parce qu'alors, sur cette base-là, vous pourrez apporter quelque chose aux autres. Voilà. Et vous pourrez vraiment changer le monde de façon globale et qualitative. Voilà. Et bien sur ce, je vous souhaite une très belle journée et au prochain épisode.